Bon, je vous propose qu'on commence, si Chahine, ça te va? Très Très bien. bien. Eh bien, bonjour à tous. Et puis, merci d'être présents pour le nouveau webinaire de notre série. Donc, je suis Alice de Cointet, la directrice opérationnelle de WinCup, et je vais aujourd'hui vous parler avec Chahine du statut que nous avons choisi chez WinCup et qui fait notre spécificité, le statut coopératif. Alors, pour ceux qui ont participé au dernier webinaire, là, on va aborder un thème qui est vraiment différent. On va pas être focus projet, mais vraiment une ouverture sur ce modèle coopératif. Souvenez-vous, on avait parlé l'année dernière du transport de marchandises à la voile. Au début de l'année, on expliquait comment faire naviguer un cargo à voile. Il y a 6 mois, on a tenté de débroussailler pour vous la logistique du secteur maritime. Et avant l'été, on avait invité notre courtier qui vous a raconté comment choisir un chantier de construction. Donc, petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ces échanges, ils sont sur notre chaîne YouTube. Voilà. Aujourd'hui, donc, on a décidé de vous parler de ce sujet qui nous tient vraiment à cœur chez WinCup, le modèle coopératif. Et puis, on va vous en parler à deux voix avec Chahine. Et donc, Chahine, je te laisse te présenter avant de prendre la suite. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Alice et à WinCop de m'avoir convié à cette session d'échange avec vous. Je suis le secrétaire général de l'association Les Licornes. Les Licornes, on va vous en dire un peu plus dans quelques minutes. Et je suis un aficionado de la coopération et des coopératives. Merci, Chahine. Voilà pour moi. Donc, avant de dérouler notre PowerPoint, on était curieux de savoir un petit peu le degré de connaissance que vous avez des coopératives. Donc, pour ça, je vais vous mettre un petit peu à contribution, si vous l'acceptez, et je vais lancer un sondage. Il y aura juste 3 questions auxquelles on va vous demander de répondre, sachant que les réponses sont tout à fait anonymes et qu'on a uniquement les pourcentages. Donc, si ça vous va, euh, je lance le premier sondage. Est-ce que vous voyez tous les sondages? Donc, la question qui est combien y a-t-il de coopératives dans le monde? Je suis très frustré, je ne peux pas participer en tant que panéliste. Oui, mais toi, tu connais déjà la réponse. C'est possible. Ça continue à voter. Je pense que c'est bon. Il manque un vote. Allez, je donne une seconde de plus. Et donc, le sondage, je vais vous partager les résultats. Alors, c'est mitigé. La majorité n'a pas la bonne réponse. On a 3 millions de coopératives dans le monde. Donc, on est une parmi beaucoup d'autres, mais pas plus de 10 millions non plus. Merci. Deuxième question. Alors Sur la... apparemment, il y a des commentaires en questions-réponses. On ne voit pas les questions-réponses possibles. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde puisque vous avez pu voter. Je pense que tout le monde a pu voter, ouais. Enfin, j'ai eu 22 votes sur 22. Ok. Ok. Donc, Olivier Nouvelle, si c'est bon, voilà. Excuse-moi, je te rends la Non, parole. pardon. Donc, la deuxième question, c'est depuis quand le statut de coopérative existe en France? Ça, c'est pour les férus d'histoire. Mhm. C'est chronométré, donc on n'a pas le temps d'aller chercher l'info sur Internet. Mhm. Alors, encore une fois, on n'a pas Enfin, si cette fois-ci, du coup, la majorité a gagné, effectivement, c'est 1947. Alors, pourquoi on a présenté ces deux autres dates-là? 1844. Alors, 1844, on va dire que c'est un petit peu les pionniers, les tisserands de Rockdale ou Rochdale, je sais pas comment. Rochdale, oui. Mhm. Rochdale.
qui ont été à l'origine du mouvement coopératif moderne en Angleterre. C'était près de Manchester. Et ils ont décidé, avec des petites souscriptions, de fonder une association qu'ils ont appelée la Société des équitables pionniers de Rochdale. Et ils ont ouvert un magasin coopératif. Leur but étant de garantir à ce moment-là à la clientèle des prix qui étaient raisonnables. En fait, ils vendaient au comptant et puis d'offrir des produits de bonne qualité. Au tout démarrage de ce petit projet-là, ils étaient 40 souscripteurs et en 1880, donc quelques années plus tard, ils étaient plus de 10 000. Et c'est comme ça que sont nées les premières coopératives, enfin la première coopérative de consommation. 1947, c'est bien la bonne réponse. C'est la loi du 10 septembre 47 qui a régi toutes les formes de coopération et qui a formalisé à ce moment-là leur organisation et leur administration. Et donc, on parle bien de cette date comme démarrage du statut coopératif tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis pour 2001, alors on a décidé de proposer cette date aussi parce que c'est la date de création du statut SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, ce statut qui nous intéresse tant aujourd'hui. Et donc ce sont des sociétés qui fonctionnent finalement un peu comme les entreprises classiques, à la toute petite différence qu'elles ont un but social d'utilité publique ou d'intérêt général. Vous verrez que en fait, le statut de 1947, enfin, qui est créé par la loi, est créé après l'existence des premières coopératives, c'est-à-dire qu'il y a des coopératives qui existent, mais qui n'ont pas de statut légal reconnu par la loi française avant 47. Et il y a d'autres formes, il y a des associations, des syndicats agricoles, notamment des associations ouvrières, qui existent, qui sont reconnues, mais pas encore sous le vocable de coopérative. Et une dernière question, et ensuite, on passe à la suite. Savez-vous combien vous êtes en France à participer au mouvement coopératif? Donc, combien êtes-vous de sociétaires en France? Et la réponse est, roulement de tambour, 30 millions. Vous êtes 30 millions de sociétaires en France à participer au modèle coopératif. Et c'est magnifique. Voilà. Voilà, Beaucoup plus que les 1 million que vous ouais, avez porté par la largement. majorité. Maintenu. Voilà, après cette petite introduction, du coup, Jaïne, je vais te laisser la parole. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'informations sur ce statut d'un point de vue légal, mais aussi peut-être éthique et moral? Ok, je vais essayer de faire ça. Ça nous donnera l'occasion de répondre déjà à une première question de Yannick Ouédé. Alors, on va commencer par les spécificités, hein, ce qui fait une coopérative. L'Alliance coopérative internationale définit comme une association de personnes qui se réunissent pour répondre à un besoin socio-économique commun, avec une gouvernance démocratique et dans une recherche qui va au-delà de la recherche de lucrativité. Plus spécifiquement, dans les textes, dans le droit coopératif, la coopérative, c'est donc une entreprise qui est gérée démocratiquement avec cette notion de une personne égale une voix, à la différence d'une entreprise qu'on pourra qualifier de capitaliste, au sens où ce sont les capitaux qui donnent le pouvoir. Là, c'est la personne qui a le pouvoir, et donc ce n'est pas une action égale une voix, mais une personne égale une voix en Assemblée générale. Ça, c'est extrêmement important, ça va définir de tout le reste, enfin de ça va découler beaucoup de choses derrière, surtout sur notre réflexion sur la capacité de ce modèle d'entreprise à servir l'intérêt collectif. Ensuite, il y a la lucrativité limitée qui est extrêmement importante, qui là signifie que les,
les résultats de l'activité annuelle ne peuvent pas être distribués n'importe comment. Et concrètement, quand on a une entreprise non coopérative, on a la possibilité de répartir le fruit des résultats de l'entreprise de différentes façons, avec relativement peu de contraintes. Là, dans le cas d'une coopérative, selon son statut, il y a un minimum du résultat qui doit nécessairement être affecté dans des réserves légales ou des réserves impartageables qui vont servir en fait à consolider le modèle économique, le modèle financier de l'entreprise et donc lui assurer une plus grande solidité, une plus grande pérennité dans le temps. L'autre point sur la lucrativité limitée, c'est que en principe, on ne rémunère pas le capital. C'est-à-dire que les sociétaires, qui ne sont pas des actionnaires, enfin, le mot globalement, c'est juste une autre façon de le dire, mais derrière les actionnaires, on entend souvent versement de dividendes, etc. Là, dans le cas d'une coopérative, les sociétaires ne reçoivent pas de dividendes. Ils peuvent recevoir une remise commerciale, c'est-à-dire que si la coopérative a fait beaucoup d'excédents, beaucoup de résultats, et qu'elle décide d'en affecter une partie aux sociétaires en fonction de leur relation commerciale, pas de leur détention de part sociale, de leur relation commerciale avec la structure. Par exemple, si vous êtes dans une coopérative de consommateurs et que les consommateurs ont tous dépensé beaucoup d'argent, payé trop, on va dire, il est possible de leur reverser de l'argent en fonction de leur part d'achat dans la coopérative. Il y a la possibilité de rémunérer le capital. La loi, l'histoire a fait qu'il y a eu un petit peu de remise en question de ça très légère, mais dans un cadre contraint qui est pas choisi le plus souvent par les coopératives et qui se limite à un taux très limité, équivalent au taux moyen des obligations de l'année précédente, je crois, à plus 2% sur certains types de parts sociales. Voilà, donc ça, c'est les grandes spécificités légales. Il y en a d'autres. Il y a la dimension double qualité qu'on rattache plus finalement au principe qu'à la dimension légale. Mais la double qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être sociétaire, dans une coopérative, enfin, quand on est coopérateur, on est à la fois sociétaire, donc on participe à la décision politique, à l'Assemblée générale, et à la fois autre chose. On a une double qualité. Cette autre chose, ça peut être une relation de consommateur, une relation de producteur, de fournisseur d'un bien ou de service, ou de destinataire du bien ou du service, en gros. Donc ça peut être travailleur sociétaire, ça peut être paysan fournisseur sociétaire, ça peut être consommateur sociétaire, ça peut être client d'une banque sociétaire. Voilà, ça c'est l'idée. Et on n'est pas juste sociétaire comme ça. La qualité de sociétaire est rattachée à un autre rapport opérationnel, comme dans coopérer avec la coopérative. Je vous cite rapidement, pour pas être trop long là-dessus, les 7 grands principes des coopératives qui sont assez importants et qui sont un peu une grille de lecture qui nous permettent un peu de suivre de suivre si une coopérative est bien alignée avec la dynamique coopérative du mouvement coopératif. Ce sont des principes qui ont été, on y reviendra un petit peu après, qui ont été posés à partir de 1895 pour la plupart par une organisation qui s'appelle l'Alliance coopérative internationale. On y reviendra. Et qui ont évolué. Ils ont évolué, je crois, jusqu'en 1995. Pour le centenaire, le 7e principe que vous voyez affiché a aussi été ajouté. Alors, c'est quoi? C'est l'adhésion volontaire et ouverte à tous. C'est-à-dire que vous ne devenez pas coopérateur parce qu'on vous a forcé ou qu'on vous a mis le couteau sous la gorge. Ou parce que vous y êtes obligé, parce que vous avez tel ou tel droit quelque part, donc hop, vous devez être coopérateur. Non, ça doit être une adhésion volontaire. La gouvernance démocratique dont on a déjà parlé, la participation économique des membres, c'est-à-dire que vous participez, les sociétaires participent par leur rapport de part sociale au fonctionnement de la coopérative, à sa solidité. Et d'autre part, on peut aussi avoir une autre interprétation de cette participation économique des membres, c'est celle que j'évoquais sur la double qualité, c'est le lien qu'on va avoir avec l'activité de la coopérative. L'autonomie et l'indépendance, les coopératives ne doivent pas dépendre théoriquement d'un parti, d'un syndicat, de je ne sais quelle organisation, de l'État.
pourrait voir en vérité, cette dimension est plus ou moins respectée dans l'histoire, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Voilà. La formation et l'éducation. Et là, c'est tout à fait ce que WinCop est en train de faire, organise aujourd'hui. Il y a une obligation morale des coopératives à former leurs membres, à informer les gens au-delà même de leur sociétariat sur le fonctionnement des coopératives, sur qu'est-ce que c'est que ce système et de quoi il est porteur. La coopération de coopératives, et là on en y reviendra quand on parlera notamment des licornes, on a un enjeu, c'est à ce que les coopératives entre elles s'entraident, non pas à tout prix, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de travailler avec toutes les coopératives, mais dans le système économique, socio-économique qui est le nôtre, il y a un enjeu à ce que chaque coopérative travaille avec les autres, avec d'autres coopératives parmi ses prestataires, ou pour monter des projets communs, ou pour s'entraider. Prenons le cas d'une coopérative comme Enercop, par exemple. C'est une coopérative qui a été fondée par au moins 2 autres coopératives, Biocop et la Nef, en 2004, quelque chose comme ça. C'est un bel exemple d'intercoopération. Mm. L'engagement vers la communauté, je vais terminer là, en gros, c'est la dimension développement durable des coopératives. Donc là, les coopératives dont tu as parlé, et dont on voit le dessin à droite, c'est des coopératives, le type de coopératives qu'on connaît bien en France. Mais qu'est-ce qui se passe à l'international? Est-ce que c'est un statut qui est connu? Est-ce que, enfin, quelle est un peu l'histoire? Est-ce que tu connais l'histoire un petit peu de ce mouvement coopératif, du combat qui est derrière? Mm. Voilà. Qu'est-ce que Ouais, tu tout à peux fait. nous dire Enfin, de alors, je le connais. plus? Tout à fait, ça serait un grand mot. Je vais commencer par dire une chose sur les familles coopératives que tu évoquais. En France, on a environ 16 familles coopératives qu'on ne va pas détailler, mais je vais vous en donner quelques-unes. C'est les coopératives de travailleurs, les coopératives de consommateurs, coopératives agricoles, banques coopératives. Voilà, il y a des coopératives d'artisans, de commerçants, de BTP, etc. Vous allez retrouver plein de familles différentes qui sont organisées, parfois un peu en silo, ce qui peut poser des petites questions sur notre capacité aussi à faire des liens entre familles. Mais voilà, il y a une grande diversité de coopératives dans tous les secteurs. Le seul secteur auquel je peux penser où il n'y a pas de coopérative, c'est peut-être l'armement. Et encore, si ça se trouve, Peut-être, hein. il existe. On peut tout faire avec une coopérative. Bon, sur l'histoire des coopératives, on va remonter un tout petit peu en arrière. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Alice. Il y a des coopératives, enfin, on parle de coopératives, on emploie le mot coopérative depuis le début du 19e siècle. 1800 et quelques, je crois que c'est Robert Owen, un Anglais, qui utilise le mot coopératif pour la première fois. Et ça va être d'abord des associations ouvrières, des coopératives de travailleurs qui vont se former. Elles s'appuient, ces coopératives ouvrières, sur des pratiques antérieures, en fait. On identifie des proto-coopératives euh, au cours du 15, alors je ne vais pas dire de bêtises, 16-17e siècle. Tu me parlais, Alice, d'une coopérative de savetiers, de cordonniers Mm. en France au XVIIe siècle. Il y a des exemples en Écosse aussi, il y a des exemples à différents endroits. Toute l'organisation autour de la production du fromage et du comté dans la région, dans le Franche-Comté, fait penser à des modèles coopératifs, voilà, entre le 16e et le 17e siècle, quoi. On avait des corporations aussi juste avant la Révolution qui ont été interdites par la loi Le Chapelier en 1790, mais qui réunissaient aussi les opérateurs, les ouvriers spécialisés, les artisans dans différentes corporations, qui étaient des formes d'organisation, mais qui n'étaient pas tout à fait ce qu'on pourrait qualifier pas du tout ce qu'on pourrait qualifier des coopératives de travailleurs pour autant. À partir de 1800, enfin de début 1800, on a le capitalisme et l'industrialisation qui commencent à se développer, et un certain nombre d'ouvriers dans cette situation-là, vont s'organiser pour résister quelque part, au développement des manufactures et la concurrence entre les individus artisans et les entreprises, les industries qui commencent à se former.
Donc, on a une bonne dynamique qui se crée en France, en Angleterre, en Allemagne également, autour des associations ouvrières, qui ont un fonctionnement assez proche des coopératives. Et en 1844, dans ce même contexte d'exploitation et de tensions économiques, on a un nombre d'artisans bijoutiers, si je ne dis pas de bêtises, de Rochdale que tu évoquais, qui fondent une coopérative de consommateurs. Eux, dans leur situation, c'est qu'ils se retrouvent à avoir des revenus un peu contraints, mais surtout à devoir acheter leurs biens de consommation quotidienne auprès de fournisseurs qui pratiquent bon, bah, un certain nombre de fraudes et des prix qui peuvent être exorbitants pour eux. On se plaint souvent des scandales alimentaires à notre époque, et on a raison de le faire. Il faut imaginer qu'au 19e siècle, c'est un enfer sans nom, où on met du plâtre dans la farine, du mercure dans tout un tas de produits, et qu'il y a une vraie urgence pour certains voilà, de De s'approvisionner, trouver des de contrôler solutions, mieux ouais. leur approvisionnement. Mm. Voilà. À partir de cette coopérative de consommateurs de Rochdale, qui va grossir rapidement, en fait, qui va racheter des magasins, qui va acheter ensuite des usines, des moulins pour se fournir en farine, et qui va développer une ambition assez forte de transformation de l'économie. Autour d'eux s'organise le mouvement coopératif européen, qui va conduire en 1895 à une première grande réunion de ce qu'ils vont nommer l'Alliance coopérative internationale. Il faut imaginer que là, on est dans une période où tout ça est très articulé avec deux mouvements politiques, sociopolitiques, on va dire philosophico-politiques. Euh, D'une part, le socialisme utopique qui est assez lié, qui est pas mal lié à des courants chrétiens, et le socialisme ouvrier qui va plutôt être lié au marxisme. Mais voilà, c'est dans cet environnement-là, de ce double environnement chrétien et socialiste naît le mouvement coopératif, avec des courants différents, des tensions évidemment et des proximités. Et en France, on va connaître un acteur particulier qui est assez intéressant, qui va essayer de faire la réunion de deux mouvements coopératifs, le mouvement des coopératives de travailleurs et le mouvement des coopératives de consommateurs, qui est Jean Jaurès. Jean Jaurès qui en parle, on trouve des écrits dans le début du Journal de l'Humanité, où il évoque les coopératives, le mouvement coopératif, et c'est son rapprochement avec un autre penseur, l'économiste Charles Gide, qui lui était plutôt tendance chrétien de gauche, qui lui était plutôt le porteur du courant des coopératives de consommateurs, et qui a imaginé un terme qui est hyper intéressant, c'est la République coopérative. Alors, je tente ça comme ça, je pense que ça ne rendra pas grand-chose, mais je vous recommande vivement ce livre de Jean-François Drapry, qui parle justement de la République coopérative, et qui, en fait, toute l'idée les coopératives doivent transformer le monde, en fait, elles doivent transformer la société, et en allant justement racheter tout un tas d'opérateurs en amont pour rendre coopératif l'ensemble de l'économie. Voilà, pour faire remonter rapidement le XXe siècle, la Première Guerre mondiale va être un tournant assez important, puisque comment dire, dans ce cadre, l'État s'appuie beaucoup sur les coopératives de consommateurs pour gérer l'approvisionnement et de l'arrière-front et du front. Euh, et il y a le ministre de la Guerre est un coopérateur, Albert Thomas, et donc il y a un fort lien qui se fait avec le mouvement coopératif. Il y a eu des difficultés assez fortes rencontrées autour de la crise des années 30. Là, les gros outils économiques et financiers des coopératives se sont un peu cassés la figure avant de se relever. Et la coopération s'est vraiment fortement restructurée et relevée après la Seconde Guerre mondiale, avec effectivement la loi de 1947, avec le développement des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA, qui vont permettre de déployer le plan Marshall, et donc l'achat et l'utilisation des tracteurs en France.
et les coopératives de consommateurs qui se développent fortement, très fortement. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre famille, mais en principe, il est fort probable que vous ayez des parents, des grands-parents, voire peut-être dans votre jeune enfance, vous ayez connu les épiceries coop qui se sont mangés ensuite le mur des hypermarchés en pleine dent, plutôt qu'un mur, l'irruption des hypermarchés, puisque c'était plutôt des coopératives, des épiceries de service avec quelqu'un qui faisait le service et uniquement alimentaire face aux hypermarchés qui étaient du libre service et multi secteurs, ce qui a fait ce à quoi n'ont pas su s'adapter les coopératives de consommateurs. Il reste notamment une très grande coop de conso qui a donc plus de 120 ans aujourd'hui, qui s'appelle Coop Atlantique, qui est située sur le front atlantique de la France, et qui aujourd'hui sous-enseigne Système U, qui est aussi une coopérative, mais une coopérative de commerçants. Mais voilà, ça c'est une coopérative qui est témoin de l'histoire des coopératives sur plus de, je dis 120 ans, mais c'est plutôt 140. Et puis on a deux choses enfin trois, on va dire trois statuts qui apparaissent aussi au cours du XXe siècle et du XXIe. En 1978, il y a le statut des SCOP, question qui était posée dans la question-réponse tout à l'heure. Les SCOP qui sont les coopératives de salariés, ça voulait dire initialement société coopérative ouvrière de production. Donc, ils réunissent à minima 50% de leur chiffre d'affaires, de leur part sociale des travailleurs, le capital de travailleurs. Et puis, en 2001, est créé les sociétés coopératives d'intérêt collectif dont on parle, qui vont apporter quelques nouveautés et en particulier le fait de permettre à plusieurs catégories d'acteurs d'être comptés dans la coopérative, et notamment une catégorie qui jusque-là avait du mal à être présente dans les coopératives, les collectivités. Ça, c'est en 2001 que se crée cette loi. Je vais passer rapidement sur 2014 et la création des coopératives d'activité et d'emploi qui permettent à des auto-entrepreneurs en fait, d'avoir un statut de salarié, et il y en a plein qui se développent, c'est un mouvement assez intéressant. Aujourd'hui, on est à 23 000 coopératives en France, donc c'est pas rien. C'est bien peu de choses par rapport aux millions d'entreprises qui existent, mais ce sont enfin, voilà, ces 23 000 coopératives, c'est pas une disruption de la dernière pluie. C'est un outil qui existe depuis longtemps, qui se développe très bien et qui a, on le verra un peu après, une belle performance, une belle pérennité dans l'ensemble de l'économie. Et je vais peut-être finir juste sur la question, le mouvement mondial, ou c'est Non, après, j'ai si, un si, petit peu. vas-y, vas-y. Sur le mouvement mondial, c'est bien noter que je vous parlais de l'Alliance coopérative internationale tout à l'heure. C'est le plus grand mouvement mondial de société civile qui existe. C'est le premier et le plus grand, le premier qui a été reconnu par les Nations Unies, qui a des conventions, qui a été membre observateur des Nations Unies, des conventions avec l'Organisation internationale du travail, avec l'UNESCO, avec différentes agences, et qui se réunit régulièrement. Et on a des représentants au niveau mondial qui se réunissent et qui travaillent sur l'identité coopérative, sur la reconnaissance des coopératives par les Nations Unies, etc. Avec tout un tas de strates intermédiaires, dont Coopérative Europe en Europe et notre structure représentative. Voilà, pour faire Merci. plus ou moins vite. Ouais, du coup, on va peut-être faire un focus sur les SIC, comme tu disais, Ouais. par rapport à toutes les coopératives qui existent depuis plusieurs années. Leur particularité, c'est d'une part d'intégrer dans leurs parties prenantes les collectivités, donc de mettre vraiment une importance à intégrer dans les parties prenantes les acteurs du territoire. Et puis, il y a une autre particularité dans cette coopérative, c'est vraiment l'intérêt collectif. Et là, du coup, ce que je vous propose sur la suite, c'est de travailler un petit peu sur en quoi en fait l'intérêt est collectif dans les coopératives et comment nous, étant SIC, on peut participer aujourd'hui eh bien, à la transition. Du coup, ce que je vous propose,
c'est de se remettre en mouvement et de vous demander à nouveau de cliquer sur la réponse qui vous parle le plus. Encore une fois, on va vous poser 3 questions, donc là qui sont plus sur l'avis que vous avez sur ce modèle-là, et en fonction, ou en tout cas après vos retours, on orientera peut-être plus ou moins notre discours pour la suite. Je vais donc relancer la prochaine question, qui est qu'est-ce que peut apporter, selon vous, une gouvernance démocratique? Ah, pour une fois, on a des réponses qui sont plutôt accordées. Encore 2 petites secondes pour ceux qui hésitent. Bon, ça me rassure. Je sais pas si vous voyez les résultats. On est parmi un public déjà averti et plutôt engagé. Merci pour ces réponses. Une deuxième question qui est pour vous, qu'est-ce qu'être sociétaire? Pourquoi est-ce que vous êtes sociétaire? Connaître pourquoi vous vous engagez dans ce modèle-là. Et encore une petite seconde. Merci en tout cas d'y participer. C'est sympa d'avoir vos retours et de comprendre aussi pourquoi vous êtes là. Alors, j'arrête le sondage et je vous partage les résultats. Donc, quelques-uns qui veulent placer leur argent dans un projet social, et donc on les remercie d'avance. C'est ma part du colibri pour la transition, et c'est vrai, on a tous notre petite part à faire. Et je crois à la démocratie. Et c'est en commençant dans nos coopératives qu'on pourra aller plus loin sur ce sujet-là. Une dernière question, et ensuite je te redonne la parole, Chahine, parce qu'on parle de modèle coopératif, donc forcément, on, euh, on peut se permettre de faire un parallèle avec le capitalisme. Et donc, le capitalisme dans tout ça, quel est votre avis, quel était votre avis là-dessus? Le suspense est à son comble. Il reste la moitié des votes encore. Ouais, ça demande plus de réflexion, cette question-là. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous partage les résultats et du coup, Chahine, si tu veux rebondir. Alors, il y a une première réponse qui est en majorité, il est compatible avec les coopératives, c'est évident.
On vous a quand même proposé ces réponses-là parce que c'est vrai que c'est des remarques qu'on a entendues et c'est des débats qu'on mène dans nos boulots aujourd'hui. Et on nous challenge forcément sur ces sujets-là. Euh, ils visent les marchés de masse, c'est vrai, mais en fait, les SIC aussi. Et, euh, et Chahine en parlera juste après en vous présentant les licornes. Et il permet de valoriser une entreprise alors qu'une coopérative n'a pas vraiment de valeur. Alors ça, enfin, je te laisse répondre peut-être, Chahine. Juste moi, mon avis, c'est aussi que de quelle valeur on parle. Il y a une valeur financière, il y a une valeur extra-financière, une valeur sociale, une valeur, enfin, il y a tout type de valeurs. Donc, c'est vrai que cette réponse était un peu large, mais elle demande aussi peut-être plus de précision pour approfondir, quoi. Ouais. Est-ce que les coopératives ont une valeur? Oui, les coopératives ont de la valeur, créent de la valeur. La question, c'est enfin, effectivement, de quelle valeur on parle, et on pourra y revenir. On va même y revenir un peu plus loin. Je vais faire un rapide balayage des contributions, en quoi les coopératives peuvent être un modèle qui contribue à une transition environnementale juste. Euh, le premier point qu'on a en tête, c'est strictement celui qu'on a évoqué au début, c'est la démocratie. Mm. C'est pas compliqué. Jusqu'à 2018, je crois, dans la loi, il était écrit que la loi française, le code du commerce, que l'objectif d'une société est uniquement de rechercher la maximisation du profit pour ses actionnaires. C'est écrit comme ça. En 2018, on a une petite modification qui introduit les sociétés à mission. Bon, c'est de la décoration, mais au moins dans les termes, on exprime les choses autrement. Les coopératives, depuis leur création, leur objectif est bien de répondre aux besoins de leurs membres. Pas de maximiser leur capital, mais bien de répondre au mieux à leurs besoins. Donc ces besoins sont pas définis par une analyse du marché, ils sont définis par l'expression des membres en assemblée générale et à travers leurs représentants en conseil d'administration ou conseil de surveillance et leur élection quand dans certaines structures de leur direction quand c'est possible ou de leur gérance. Euh, voilà, c'est déjà un préalable qui est hyper important. On ne fait pas une transition, ça c'est un constat qui est partagé par un certain nombre de chercheurs. On ne fait pas la transition en se basant sur la recherche de la maximisation du profit. La loi des intérêts individuels qui permettrait de tendre vers l'intérêt collectif, elle n'est pas valable. Elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas valable. C'est bien là, en définissant un intérêt collectif et commun aux membres d'une coopérative, qu'on tend vers ces enjeux, qu'on peut tendre vers ces enjeux de transition. Euh, c'est un modèle économique qui est pérenne. Donc, pour s'engager sur la transition, il faut s'inscrire dans le long terme. Et il y a une étude de l'INSEE qui montre régulièrement, d'ailleurs, les chiffres augmentent à chaque étude renouvelée, que les coopératives ont une tendance à une stabilité, une pérennité au-delà de 5 ans plus importante que les entreprises non coopératives. À ça, il n'y a pas beaucoup de surprises. Le simple fait que ce soit des entreprises collectives qui reposent sur l'engagement de leurs membres et qui réaffectent une partie de leurs résultats dans leur réserve nécessairement, ça fait que bah, de fait, on est sur des structures qui sont plus pérennes. Et on pourrait rajouter à ça la question de l'intelligence collective qui doit permettre d'aller peut-être parfois moins vite dans le mur et de moins se précipiter sur des changements permanents. On a vu un certain nombre d'entreprises qui décidaient un jour qu'il fallait dans tel sens, puis l'autre jour dans tel sens. Dans une coopérative, il faut transiger avec les autres, il faut faire avec les autres. Ça Donc, peut prendre plus de forcément, il y temps, du a. coup. Pardon? Ce qui peut prendre plus de temps, du coup. Plus de temps, et c'est une bonne chose. Et c'est Mhm. très positif de prendre plus de temps à décider des choses. Et avec notamment plus de regards différents qui permettent parfois de consolider des décisions. On parle à un niveau politique et stratégique. La question opérationnelle, c'est une autre question.
Et là, en ça, les coopératives ne sont pas forcément distinctes des autres structures selon leur volonté, leur bonne volonté. On en a parlé lors de l'onde de COP le 7 septembre dernier qui portait sur le travail et l'organisation. Partenariat et concurrence, vous l'avez vu au début, hein, un des principes, c'est celui de la coopération entre les coopératives, mais aussi avec les territoires. L'enjeu d'une coopérative est rarement d'écraser ses concurrents. Ça arrive, on en trouve qui cherchent à absorber leur concurrence. Mais culturellement, l'objectif est plutôt de construire ensemble et de s'allier pour pouvoir répondre à des besoins. Là, c'est un aspect plutôt vraiment très culturel. Et la multiperformance des entreprises. Il y a eu un travail qui a été fait là-dessus par ESS France, qui est la Chambre d'économie sociale et solidaire en France, qui est paru au mois d'avril-mai, je crois, dernier, et qui travaillait sur justement les enjeux de multiperformance des entreprises. Tu le disais tout à l'heure, quelle valeur crée une coopérative par rapport à une autre forme d'entreprise? Il y a d'abord une question de lien créé, il y a des besoins, des services qui sont créés, il y a évidemment de la valeur économique aussi, on l'a vu dans les chiffres mondiaux et les chiffres nationaux, on a des coopératives qui vont produire des montants de chiffre d'affaires assez importants. On peut questionner la pertinence de la dimension coopérative de certaines de ces coopératives. Certaines sont des vraies coopératives avec des très beaux modèles économiques et politiques derrière. Donc, voilà, il y a de la création, d'intelligence, de formation. Les gens qui passent par une coopérative et qui prennent des responsabilités dans ces coopératives, qui n'en auraient pas eu parce qu'ils n'ont pas de capital dans Mm. d'autres structures, sortent grandis en général de ces expériences. L'ensemble tout un tas de processus voilà, qui font qu'il y a une multi-performance et pas une performance purement financière. Donc, quand on va chercher les ROI, les retours sur investissement, les différents KPIs pour les indicateurs clés de performance qu'on va chercher dans une entreprise, j'aime pas dire classique, mais on va dire capitaliste, ben, là, c'est très limité. C'est un peu une vision limitée et étroite de ce que peut apporter une entreprise. Et dans les coopératives, en général, on est amené à voir un peu plus large. Et du coup, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais les coopératives, elles existent depuis longtemps et Mm. pourtant, elles n'ont pas transformé le monde. Donc, Non. est-ce qu'il y a peut-être des limites à ce modèle? Ce que tu dis est extrêmement juste. On a vu une chose, les SCOP dans les coopératives de travailleurs, en général, c'est des TPE, c'est des toutes petites entreprises qui, en tant que telles, ne parviennent pas ni à dégager une plus-value très importante, se structurer pour faire face à leur concurrence, pour le coup. Euh, et dans l'histoire, elles se sont faites dépasser par les coopératives de consommateurs qui avaient la puissance, par les flux d'argent notamment et par leur base de consommateurs hyper importante, de se développer, de transformer dans l'esprit de la République coopérative de Gide, de pouvoir transformer une partie de leur secteur économique. Et pour autant, elles se sont cassées la figure dans les années 80 pour la plupart d'entre elles. Il en reste encore qu'on se rassure, mais elles ont perdu beaucoup de leur poids. On a aussi les coopératives bancaires. Pour le coup, là, les coopératives bancaires, 50% des dépôts des particuliers sont dans des coopératives bancaires en France. Et c'est pas le cas dans tous les pays, mais dans un certain nombre de pays, on a de très, très gros opérateurs bancaires qui sont des coopératives. Donc, il y a un certain nombre, on voit il y a un potentiel qui est dingue, mais très concrètement, il y a un certain nombre de freins. Alors, parmi ces freins, vraiment pour la question, il y a à la fois la question du développement et la question de la réponse à de la transition. Si on commence par la question de la transition, le premier, c'est celui de la définition d'un projet commun qui irait effectivement dans le sens d'une transition. Donc, comme on l'a dit, une des forces des coopératives, c'est que ce sont ses membres qui décident démocratiquement son projet. Pour autant, encore faut-il que effectivement, il y ait une culture et un accompagnement vers des projets qui soient ceux de transition. La question de et ça, qu'il y ait un esprit aussi de transformation, et ça repose sur le mouvement coopératif.
à quel point le mouvement coopératif, en France, on a plusieurs réseaux qui nous accompagnent. Pour les SIC, par exemple, c'est la Confédération Générale des SCOP. On a une structure fêtière qui s'appelle la COP-FR. Et donc, au-delà de ça, la question, c'est de comment dire, voilà, c'est que ce mouvement soit aussi porteur d'une vision politique de transformation. Donc ça, on a besoin que ces mouvements-là soient un peu plus déterminés, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on les fasse changer aussi de l'intérieur. Et enfin, un dernier aspect, ça va être celui des freins extérieurs. On est dans une économie de marché concurrentielle, avec un État qui joue un rôle particulier sur les marchés, de soutien ou de frein, de réglementation ou non. Et la question reste toujours, en fait, la force politique, la force publique en matière d'économie, comment est-elle dirigée? Et on a besoin, enfin, vous savez qu'aujourd'hui, c'est Anne-Laure Delatte, une chercheuse, une économiste qui posait ça. Il y a environ 160 milliards d'aides en France pour les entreprises, mais qui sont affectées sans aucune orientation. C'est-à-dire que les plus grosses entreprises sont celles qui bénéficient le plus des aides de l'État, c'est-à-dire de la redirection de nos impôts ou des allègements de cotisations sociales ou d'impôts qui font que elles payent moins, elles sont plus concurrentielles et sans qu'il y ait de déterminants sur les conditions, sans qu'il y ait de conditions à cette manne-là. Donc on a besoin que l'État aussi oriente ses financements aux entreprises de façon un peu plus spécialisée. Et enfin, comme on a parlé du modèle de différent des coopératives vis-à-vis d'une entreprise, d'une société de capitaux, euh, très concrètement, il est plus facile d'attirer des financeurs, des investisseurs dans une boîte qui va vendre enfin, offrir des dividendes et une plus-value de cession des parts sociales. On n'a pas parlé, mais dans une coopérative, quand on récupère ses parts sociales, le montant, on n'a pas de plus-value faite sur un marché boursier ou de réévaluation forte de la valeur des parts. Donc on a besoin d'aussi un État qui joue son rôle de soutien financier aux coopératives, non pas en donnant des subventions, mais en apportant parfois des capitaux en direct via ces outils comme la Banque des territoires, des choses comme ça, la Banque publique d'investissement, ou qui incite, qui garantissent des prêts aux coopératives, etc., pour encourager les banques à soutenir le développement économique des coopératives. Ce qui fait une parfaite transition pour nous présenter les licornes, parce que c'est un des chantiers du coup des licornes, d'aller chercher un peu de soutien auprès de l'État. Alors, Je vois des questions. Excuse-moi, Chahine, je vois oui, quelques vas-y, questions. On en a encore pour 5 minutes et ensuite on prend les 5 minutes restantes pour répondre à vos questions. super. Je vais faire très rapide. Euh, Alors, les licornes, 13 coopératives, dont WinCop qui nous a rejoint le 7 septembre dernier, officiellement lors de l'onde de COP. Vous avez les noms des coopératives, je ne vous les lis pas. Toutes ces coopératives sont réunies par quelques critères. Le premier, ce sont des coopératives. Elles ont un projet de transition économique, transition pardon, sociale ou environnementale. Elles essayent toutes de s'attaquer ou en tout cas d'occuper des marchés de masse. Voilà, ça vient un peu en Très contradiction bien. hein, des réponses qu'on avait tout à l'heure. Donc, ces aspects-là, ce ne sont pas toutes des SIC, la plupart, mais pas toutes, mais elles ont toutes une attention à mobiliser les consommateurs ou oui, les consommateurs dans leur gouvernance. Euh, Ça peut être des COP de conso, enfin de COP bancaire par exemple pour la nef, ou une coopérative comme Biocop où il y a des consommateurs qui sont impliqués aussi. Très rapidement, l'idée des licornes, c'est de se fédérer, de se réunir pour être plus puissant, consolider un petit nos modèles. Chacune de ces structures, il faut le dire, est minuscule sur son marché. Une coopérative comme Biocop qui est très importante aujourd'hui, c'est 1% du secteur alimentaire.
Donc, si ce sont les leaders de la bio, ce sont malgré tout qu'un petit opérateur dans le secteur alimentaire. Enercoop, qui est très connu des militants coopératifs, n'est pas forcément le plus gros opérateur derrière EDF, et on peut le regretter, etc. Donc, l'idée, c'est de se réunir pour mutualiser des services, se rendre plus efficaces les uns avec les autres, se rendre plus visibles collectivement, en faisant de la communication croisée, on parle les uns des autres, en étant présent à des événements en commun, en organisant des campagnes communes aussi, on l'a fait en 2022 et on en refera d'autres certainement, et en organisant un événement comme l'Onde de COP qui permet de porter plus largement au-delà de des licornes le projet des coopératives. Je vous l'ai dit, le projet, c'est de transformer radicalement l'économie. Et si je ne l'ai pas dit, vous l'avez vu, c'est gros comme le nez au milieu du visage, en tout cas sur cette diapositive. Donc, on a une ambition de transformation de la société, un peu dans l'esprit de la République coopérative de Gide. Et l'idée, c'est effectivement qu'on rassemble plus de monde, plus de coopératives autour de ce projet. Euh, Toutes les coopératives ne rentreront pas dans la licorne, mais certaines seront des alliés aussi à côté. Notre objectif, c'est collectivement qu'on puisse être des structures plus solides, plus visibles pour les consommateurs aussi, qui sauront qu'ils ont accès à des modes de consommation, on va dire, responsables, euh, assez cohérents pour ceux qui veulent développer et qui peuvent développer leur mode de consommation dans les différents secteurs qu'on représente. Il y a pas, on est multisecteur et si vous avez des idées d'autres secteurs où il y a des belles coopératives qui sont sur les marchés nationaux, n'hésitez pas à les mentionner, comme ça on ira peut-être leur Les proposer de chercher. nous rejoindre. Ok, Voilà merci, pour moi. merci beaucoup, Chahine. Et pour conclure, du coup, peut-être un petit mot pour vous rappeler chez WinCop pourquoi on a choisi ce statut coopératif et puis pourquoi aussi on a candidaté pour devenir une licorne parmi toutes celles que vous voyez là. En fait, WinCop, c'est aussi un projet qu'on a voulu radical dès le démarrage dans sa globalité et puis c'était d'arriver un peu sur le secteur, je dirais comme un cheveu sur la soupe en coopérative dans le secteur maritime. Ça serait un peu répétitif de rappeler tout ce qui nous plaît dans ce modèle, on vient d'en parler, mais en tout cas, c'était pour nous la meilleure façon, la meilleure action pour participer à la transition, qu'elle soit sociale ou environnementale. Et puis, si on a présenté notre candidature pour être licorne, c'était aussi pour prouver que finalement, toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, comme vous pouvez le voir encore sur la slide, sont compatibles à une gestion interne et externe qui est vertueuse, qui sont motivées par l'intérêt du collectif. Et quand je dis collectif, c'est vraiment en opposition à l'individuel. C'est que les décisions, elles sont prises sans logique de propriété, sans pulsion du profit, sans objectif d'enrichissement personnel. En fait, on est tous là pour le projet, on bosse ensemble les uns avec les autres, on s'apporte mutuellement, on s'entraide et on avance doucement mais sûrement. Et voilà, pour toutes ces raisons, on a décidé d'avoir ce statut-là et, euh, et c'est un combat qu'on va porter et on est heureux de porter tous ensemble. Voilà, le modèle coopératif peut donc pour nous être une solution pour une économie plus vertueuse. On a été un petit peu plus long que prévu, mais il reste quelques minutes pour les questions. Euh, Si vous souhaitez, je peux soit reprendre les questions que vous avez posées dans le chat, soit si certains souhaitent lever la main pour prendre la parole, je peux aussi vous donner la parole. Je vais commencer par les questions. Shane, je ne sais pas si tu les J'en ai repéré vois. deux, si tu veux, auxquelles je peux répondre là rapidement. Vas-y, Euh, dis-moi. il y en a une, je vais commencer par la dernière, ou peut-être je sais plus si c'est la dernière, mais le statut des licornes, c'est une association de la 1901 qui réunit des coopératives. La deuxième, celle de Daniel, sur les sources, sur la maximisation du profit. Et effectivement, il faudra que je vous redonne la formule exacte qui était donnée. Il faut retrouver les textes modifiés par la loi Pacte de 2018, mais il n'y a pas de souci pour vous renvoyer ça peut-être un peu ultérieurement
pas en direct. Et je vous confirme Ouais. que l'entreprise n'est pas une définition juridique, mais la société, oui. Euh, Euh, les 30 millions, c'est en comptant plusieurs fois la même personne dans les coopératives différentes, j'imagine. Ça, c'est c'était sur le probable. nombre de sociétaires et oui, c'est probable. Non, enfin, c'est probable, Ouais. c'est de la statistique avec des estimations. J'ai aucune idée de quelle est la méthode de calcul de COP/FR pour Mais estimer je ça. pense pas ils ont regardé les doublons Non, dans la liste. il y a peut-être une petite correction, mais aucune idée. La question de Julie Meyer sur une taille critique au-delà de laquelle la coopérative ne peut pas bien vivre et se développer trop. Je pense pas que ce soit une question de taille critique, c'est une question de moyens que l'on met à faire vivre la coopération. Ça, c'est un élément qui est très, très bien connu dans l'histoire des coopératives, c'est que les coopératives peuvent très bien décliner dans leur dimension coopérative, dans leur vie démocratique, dans leur vitalité, dans le lien avec leurs membres. Et effectivement, plus elles grandissent et moins le lien est important entre les individus. Et donc, plus ça peut être, on peut ne pas bien vivre la coopération. Par contre, si on met les moyens avec des fonctions d'animation de la vie coopérative, avec des temps entre les sociétaires et pas seulement une assemblée générale par an, ça suffit pas en général. S'il y a des webinaires comme ça, s'il y a des événements divers et variés, on peut entretenir les liens à différentes tailles. On a des coopératives qui ont 1200 sociétaires qui vont très bien, des coopératives de 60 000 sociétaires qui vont très bien, et d'autres qui vont beaucoup moins bien avec même 10 sociétaires. Donc, c'est pas qu'une question de taille, sans mauvaise blague. Est-ce qu'on est nombreux aux licornes? Il y a des salariés et le Il y site a toi. internet ne donne pas trop d'infos. Oui, le site internet n'est pas à jour. Je vous prie de m'en excuser. Il sera mis à jour très bientôt. Est-ce qu'on est nombreux? Ben non. Oui, on est nombreux parce que il y a des gens des différentes coopératives qui contribuent à à la dynamique et au fonctionnement opérationnel aussi des projets communs que nous avons. Par contre, à date, je suis le seul salarié des licornes, ce qui évoluera. Mais effectivement, ce qui explique peut-être pourquoi le site n'est pas encore à jour, mais ça va s'améliorer. Voilà. Est-ce qu'il y Est-ce a qu'il y a d'autres d'autres questions que j'ai questions, manquées? certaines qui veulent, certains ou certaines qui veulent prendre la parole, ou alors on va clôturer pardon, ce webinaire. J'attends quelques minutes si quelqu'un est en train d'écrire un message. Je sais pas s'il y avait, Je vois pas. si Yannick ou Aidé, c'est bon pour la différence, enfin, la différence d'une scope, enfin, la spécificité des scopes parmi les coopératives. Je sais pas si vous êtes encore là. Je dois vous quitter. Donc bon, très bien. Bonne soirée. Euh, Est-ce qu'on peut, non, on peut pas rejoindre les licornes en tant que particulier. Par contre, vous pouvez rejoindre les différentes coopératives sans problème. Je pense que là aussi, on va travailler à faciliter un peu le fait de devenir sociétaire des autres coopératives. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la newsletter également. Je peux peut-être partager le lien de la newsletter. Ah oui. Hop, donnez-moi une seconde. Ne Dans partez pas trop. dans le chat, tu peux l'envoyer à tout le monde si tu le souhaites. Ouais, ça marche. Alors, voilà. Et vous serez pas envahi, c'est une newsletter par trimestre. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Shane, Merci à vous. pour ton temps ce soir. Merci pour Et puis pour l'invitation. tes explications qui étaient très claires et qui donnent envie d'en savoir encore plus. Et bah, au plaisir de rediscuter coopération et coopérative à une autre occasion. Bien sûr, en 1 heure, c'était un peu succinct, on Un n'est peu pas entré dans rapide. tous les détails. Et au plaisir d'apporter une réponse plus précise à la question de Daniel sur le code du commerce. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Très bonne Au soirée. revoir.